Bonjour Éric Orsena, merci beaucoup d'être avec nous, l'académicien Éric Orsena. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Orsena, vous êtes un fidèle du Congrès des maires qui s'est tenu cette semaine et vous avez parcouru les allées du Congrès comme chaque année. Dans quel état d'esprit vous avez trouvé les maires ? Eh bien, ils sont toujours déterminés. C'est ça qui me fascine, c'est cette générosité quotidienne. Moi, j'ai des générosités par impulsion, par des missions. Eux, c'est jour après jour, et la nuit aussi. Et quelle que soit, petite ville, grande ville, ils sont tous là. Et puis, ils s'interrogent parce que, quand même, ils se font agresser. En plus, ils ont des questions difficiles à régler, quand même, notamment des questions climatiques. Moi, mon métier, c'est l'eau. On va en parler. De temps en temps, c'est la sécheresse, de temps en temps, c'est l'inondation. Et puis, ils voient la suite. Donc, ça va donner. Et puis, ils n'ont plus les moyens. Et puis, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas qui fait quoi. Donc c'est vrai que la mission que le président de la République a confiée à Éric Woerth est une bonne mission. Ouais. Sur la décentralisation, on va revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la lassitude des maires, du découragement. Vous, c'est pas le premier mot qui vous vient à l'esprit quand si des gens ne sont pas découragés, c'est eux. Parce que le courage, c'est pas à un moment donné, on abandonne. Mais ils sont là encore. Vous savez, moi, je passe le tiers de mon temps à Paris. Et les 2 autres tiers dans un petit village en Côte-d'Armor et dans un petit village à la frontière entre l'Eure-et-Loire et les Yvelines. Et les 2 maires, Lydia en Côte-d'Armor et Philippe là, sont des amis intimes. Parce que je vois jour après jour ce qu'ils font dans tous les domaines. L'économique, le social, l'éducation, l'environnement, travaillent avec les différentes formes d'agriculture, comme en parlait monsieur le sénateur. Donc je vois, on est dans le concret. Pourquoi j'aime les maires ? Pour une raison très simple. J'aime de passion mon pays. Eh bien, quand on aime son pays, on aime les maires. Vous qui les voyez chaque année, est-ce que vous avez l'impression que leur état d'esprit a évolué ? Alors, l'état d'esprit est plus clair. Ils veulent on leur a tellement dit des choses que, vous comprenez, même les mots, quand ils dépendent non plus d'une taxe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu général dans le budget de l'État, mais d'une dotation. C'est de l'aumône. Ils dépendent du bon vouloir. C'est pas possible. Comprenez ça ? À un moment donné, il faut des actes. On dit que la décentralisation, il faut mettre de l'ordre. On met de l'ordre. Mais il va falloir bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Moi, je vais vous dire, sur les questions d'eau, qui est donc mon métier, je me suis rendu compte de l'importance des départements. Parce que j'y croyais pas. Moi, je disais, trop de strates, trop de millefeuilles, tout ça. Allez, hop, on vire les départements. Eh bien, je vais vous donner mon expérience. Sur la gestion de l'eau, regardez, vous avez les Deux-Sèvres. Eh bien, c'est pas du tout la même chose que la Vendée. Les Deux-Sèvres, il y a Sainte-Soline, où personne n'est d'accord. Alors qu'en Vendée, tout le monde, une grande tradition est de se mettre d'accord, et il y a énormément de réserves. Je dis jamais bassine. Quand vous dites bassine, je suis académicien, donc un peu responsable des mots, les mots ont un sens. Vous êtes mort. C'est une réserve. Eh bien, en Vendée, il y a plein de réserves, et les gens sont en accord. Alors que dans les départements voisins. Donc, quelle est la bonne échelle d'action ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, voyez ? Donc, pour vous, il ne faut pas supprimer le STRAT, parce que c'est un débat qu'on a entendu à l'Assemblée des départements de France. Alors, j'ai changé d'avis, et moi, je pense que là, sur ces questions-là, le département, pour moi, existe. À l'inverse, c'est une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est les communes, les intercos et les agglos. Parce que les maires ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus où ils sont financièrement. On en a dit un mot, mais ils ne savent plus savoir quelle est la responsabilité. Donc, moi, je vois chez moi. Donc, dans mon petit village où c'est, tout est à l'Agnon. Comment ça se passe avec l'Agnon ? Comment ça marche ? On ne sait plus quoi. Et donc, quand on ne sait plus qui, c'est l'irresponsabilité et l'impuissance de ces gens si généreux. Combien ils gagnent les maires ? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Encore une fois, jour après jour. Oui, une grande partie a des indemnités qui sont inférieures au SMIC. Ouais. On va revenir sur la question des indemnités, puisque vous parlez finalement d'une forme de simplification qu'il faudrait opérer. Emmanuel Macron, à l'Élysée, il a parlé d'un système cul par-dessus tête. C'est le mot que vous employeriez aussi ? Oui, si vous voulez, moi, à propos du président de la République, que ce soit Emmanuel Macron ou d'autres, je pense qu'il faudrait une règle avec laquelle personne ne sera d'accord, mais moi, c'est mon irresponsabilité. Est-ce qu'on peut être président de la République sans avoir été élu précédemment ?
Eh bien, je pense que non. De la même manière que je suis mais fermement opposé maintenant à l'interdiction du cumul des mandats. Quand on dit, regardez le mot cumul, c'est Q par-dessus tête aussi, cumul. Cumul, on dit cumul, cumulard. Eh bien, cumulard, c'est quoi? C'est l'expérience. Être législateur, c'est pas un métier comme un autre, on n'est pas comptable. Il faut une expérience. Comprenez, c'est ça. J'ai été 25 ans conseiller d'État, donc je sais ce que c'est que des textes de loi. Ça vient pas comme ça. Donc c'est une expérience, on met un peu d'ordre là-dedans. Mais il se trouve que moi je ne le connais pas, mais j'ai de respect pour tout ce qu'il a fait. Donc j'attends d'Éric Woerth, qui a cette grande expérience-là, il a de la mesure et de l'expérience. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais juste sur Emmanuel Macron, parce que c'est de lui dont vous parlez, le président qui n'a pas été élu local. Est-ce qu'au bout de 6 ans, il les comprend, les maires, ou toujours pas? Écoutez, j'ai pas, évidemment, c'est très très haute fonction, mais j'ai été conseiller culturel de François Mitterrand. Bien. Quand vous venez de l'Élysée, j'allais en France tout le temps. On ne vous parle pas de la même manière. C'est pas pareil. Donc j'étais de fait à côté de Jacques Lang, son vice-ministre. On ne parle pas de la même manière. Mais quand vous êtes élu et obligé de décider jour après jour et de garder un cap au milieu des contradictions, ça n'a rien à voir que d'être là. Et très franchement, il reçoit les maires chez lui. Il ne va pas chez eux. Moi, j'ai été blessé pour eux qu'ils n'aillent pas au salon. On va au salon de l'agriculture et on ne va pas au salon des maires. C'est quoi, c'est un manque de respect, un manque de considération? Écoutez, tout doit se passer là, c'est pas vrai. Vous voyez, moi, c'est cette vision-là. Donc, il a un dynamisme que j'admire, il a tout ça, etc. Mais ce lien vital avec la France. Moi, j'ai vu beaucoup de présidents, parce que j'ai eu des liens très forts avec, évidemment, François Mitterrand, mais aussi Jacques Chirac, avec d'autres comme ça qui étaient là. La France, c'est même si vous allez partout de haut, c'est moins que d'aller dans quelques endroits du bas. Ouais. Et ça restera une trace dans ces mandats, le fait de ne pas avoir été on verra. Moi, aussi proche des élus locaux. Je m'inquiète de la suite, mais... Pourquoi ? Vous savez, parce qu'on va voir un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que le pays, il faut être parmi eux. Vous savez, il faut être regardé. Moi, je reviens en ce moment, je travaille sur l'agriculture et la faim avec Julien Normandie, et j'étais justement dans la banlieue de Nancy, dont vous parliez, dans des endroits complètement perdus, et je voyais le travail d'Athénée Carmonde. Voir ce que c'est. Quand vous imaginez quand même que 16% des Français ne mangent pas à leur faim, 16% des Français. Alors évidemment, dans mon milieu, académicien, ancien conseiller d'État, on ne sait pas ce que ça veut dire, il faut aller les voir. Mais pas aller les voir en disant « je vais vous apporter le truc », y aller avec eux, partager un peu ce qui se passe. C'est pour ça, vous voyez, que moi, je n'avais pas cette générosité quotidienne. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de tenter une élection ou d'être ministre. Mais parce que je me dis, bon, ils sont élus, moi je suis élu. Mais pour être lu, il faut que je sois avec eux, que je partage. Vous savez, un écrivain, celui qui vit la vie des autres. Il y a une enquête du Cevipof qui a été réalisée auprès de milliers de maires, mais que vous auriez très bien pu remonter vous aussi, qui met en exergue ce besoin de reconnaissance qu'ont les élus aujourd'hui. Comment on y répond ? Vous savez, j'aime beaucoup ce mot reconnaissance, parce qu'il y a connaissance et re. Hein. On dit en Afrique, vous savez, tout le monde peut venir. Tout commence quand on revient. Et quand vous apprenez la botanique, ce qui a été mon cas, parce que j'y connaissais rien, on allait dans ce qu'on appelle des travaux de reconnaissance. Il y a deux sens à reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire distinguer les plantes les unes des autres, et en même temps, ça veut dire merci. Et moi, le premier mot que j'ai appris, c'est, grâce à ma mère, c'est merci, pour une raison très simple. C'est quand je disais pas merci, elle me disait j'entends pas. Et comme j'adorais ma mère, je voulais qu'elle entende. Je disais merci, merci, merci. Donc, reconnaissance, ça veut dire leur dire merci. Savoir qui ils sont, donc les aider à déterminer leurs tâches et leurs responsabilités, et en même temps, leur dire merci. Est-ce qu'on leur dit suffisamment merci ? Un, les politiques, et deux, aussi peut-être les citoyens. Parce que dans l'enquête du Cevipof, le premier sujet d'inquiétude et de mal-être des maires, c'est une trop grande attente de leurs concitoyens.
Mais comme c'est l'incarnation je ne sais pas, de ce qu'on veut, d'un pouvoir central, le pouvoir total, c'est quasiment divin. Donc si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Et c'est violent. C'est de ta faute. Ils disent ça, c'est de ta faute, c'est à toi. Et dans tous les domaines les plus divers, j'ai pas d'emploi, c'est de ta faute, etc. Donc il n'y a pas que la responsabilité des politiques. Il y a aussi la responsabilité des citoyens. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la République? C'est une œuvre commune. Ça vient pas d'en haut, etc. Et notamment le respect du travail. Moi, je suis dans ce qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire on n'est plus que 2 ou 3% en France, mais j'assume, comme ça, je continue. Il y a quand même, avant de distribuer, il faut produire. Eh bien, comment on produit? Par le travail. Et il se trouve que j'aime le travail. Moi, si vous voyez mes premiers manuscrits, c'est épouvantable, alors que j'ai écrit 70 livres. Et après, petit à petit, et c'est pour ça que je me sens un peu comme les agriculteurs, parce qu'on se lève au même moment. C'est-à-dire, je les vois, on prend le café comme ça, vers 11h. Moi, j'ai essayé de faire pousser des phrases à partir de ma feuille blanche, et eux, dans les champs. Vous en avez un peu parlé, Éric Orsena, les violences envers les élus augmentent, plus 32% l'année dernière, plus 15% cette année, selon les prévisions de l'Association des maires de France. Qu'est-ce que ça dit de la France et de la République d'aujourd'hui ? Ça veut dire que l'individualisme est là, maximum, tout pour ma gueule. Et donc je ne fais pas l'effort moi, mais c'est toujours quelqu'un d'autre qui est responsable. Toujours le bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, comme on a dit, à portée de gifle, c'est le maire, toujours à côté. Et si on se demandait qu'est-ce que j'ai fait moi, vous savez, c'était la phrase de Kennedy, notamment. C'était tout le monde qui disait un peu tu demandes ce que le pays a fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait dans le pays? C'est un peu ça ce qui se passe quand même. Il y a une sorte d'examen de conscience qui doit être fait de chacun, de la même manière que pour le climat. Mais on trouve assez normal de dire qu'est-ce que tu fais pour le climat, toi, avec les Nutri-Score, les machins, etc. Mais on ne dit pas qu'est-ce que tu fais pour le pays. T'as fait quoi pour le pays, toi, dernier temps, pour l'ensemble? Pour ce que cette belle chose s'appelle la République. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, t'as attendu. On a des droits, mais d'abord, il y a des devoirs. S'il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas de droits. Il y a une quarantaine de maires qui démissionnent par mois depuis 2020, depuis le début de leur mandat. C'est ce que dit David Lisnard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet pour la démocratie? Mais bien sûr, je suis inquiet pour la démocratie, bien sûr. Vous savez, regardez ce que se disent les mots. Vous voyez, à chaque fois, c'est chacun son métier. Mais démission, c'est-à-dire, on abandonne sa mission. Démission, ça veut dire que c'était une mission. C'est pas un métier, c'est pas une ambition, c'est une mission. Et qui sort de cette mission. Quelle plus belle mission? C'est comme quand on voit que des médecins, comme on dit, déplaquent. Arrête d'être médecin ou il essaye de trouver d'autres choses. Voilà, ça veut dire qu'on sort de sa mission. Quelle plus belle mission que prendre soin? C'est des sortes de... C'est des médecins de notre pays. À chaque fois qu'il y a une crise, on va voir, quand il y a eu là, dernièrement, il y a eu cette terrible tempête en Bretagne, qui était au premier rang? C'était les services publics et les maires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une crise démocratique pour vous? Oui. Bien sûr que oui. On est une crise démocratique. Il faut... Vous savez, la démocratie, c'est comme l'amour. Hein. C'est-à-dire, la démocratie, il faut la réinventer sans arrêt. Si on considère que c'est gagné, on est mort. Donc, avec des grandes tentations de régime fort. Puisqu'on doit faire beaucoup de transitions, notamment à cause de toutes ces agressions du climat, on voit bien. Il faut se dire comment est-ce qu'on va faire. Parce que la tentation est grande de dire... Comme on n'y arrive pas en démocratie, parce que c'est tout pour ma gueule, on va prendre un régime fort. C'est-à-dire, lui, il va imposer. Alors même qu'il y a en Chine, qui est la grande... regardez, on décide, ça ne marche pas quand il n'y a pas de démocratie. Les régimes forts, ce serait qui chez nous? Les régimes forts, on voit bien les tendances. C'est-à-dire, vous savez, j'ai fait une erreur avec quelques-uns, en disant, l'alternance, ça ne va pas, on va mettre les meilleurs ensemble, en même temps. Eh bien, les meilleurs ensemble, c'est la prime aux extrêmes. Et moi, je suis revenu à l'alternance. On a besoin de droite, on a besoin de gauche. Quand on respire pas en même temps. On inspire, on expire. C'est ça, le souffle de la République. Donc ça veut dire que la fin du clivage gauche-droite théorisé par Emmanuel Macron, ça a fait le jeu notamment de Marine Le Pen? Et de la NUPES. Et de Jean-Luc Mélenchon. Et de la côté, regardez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, étrangement, le en même temps divise... L'alternance rassemble. On va parler de l'eau, puisque évidemment c'est votre grand sujet, Éric Orsena, cette question de l'eau. L'an passé, on parlait beaucoup de sécheresse. On en a parlé d'ailleurs quand vous étiez venu. Cette année, c'est plutôt que d'eau.
Alors, c'est ça la question. C'est qu'il y a la même quantité d'eau. C'est ça ce qu'il faut savoir. Il y a la même quantité d'eau, le grand cycle, tout ça, les évaporations, etc. Simplement, elle ne coule pas de façon tempérée, régulière, et on a l'alternance des phénomènes extrêmes. Parce que c'est la conséquence du dérèglement climatique avec l'augmentation des températures. Et étrangement, vous avez moins d'eau disponible quand il y a une inondation qu'il y en a une sécheresse. Parce que l'inondation va un peu partout. On a vu les terribles événements dans le nord de la France. Et quand j'ai été au Congrès des maires, j'ai dédicacé mon livre « La terre à soif ». C'était passionnant. Il y avait 60 maires qui sont venus. Et tous, ils me disaient dans ma commune, dans les Chartreuses, voilà ce qui s'est passé. Je suis près de Dunkerque, voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc c'était une extraordinaire diversité. Et en même temps, la sorte de confirmation, ce que j'ai toujours pensé, l'eau c'est le miroir, mais pas pour voir sa gueule, c'est le miroir de nos sociétés. Dis-moi comment tu gères l'eau, privée, publique, à quel prix, pour qui, au bénéfice de qui, de quelle action, etc. Je te dirai exactement à quel type de société tu appartiens. Et on a discuté d'eau sans arrêt. Alors ils étaient là, ils attendaient patiemment que je parle d'eau avec chacun des maires. Et donc, avec ce biais-là, c'est extraordinaire, parce qu'on est en plein dans le partage. Et qu'est-ce qui se reflète dans le miroir, alors, aujourd'hui ? C'est la diversité. Moi, quand on me dit, est-ce que tu es pour les réserves ou pas ? Ça dépend des endroits. Chez moi, en Bretagne, il n'y a pas de nappe phréatique. Donc, il faut réserver les choses, mais c'est complètement idiot de laisser filer comme ça l'eau. On a bien vu le manque d'infrastructures dans le Nord. Je travaille beaucoup avec les canalisateurs. C'est passionnant de voir un peu ça. Avec des contradictions. Parce que quand vous réhabilitez les réseaux, qui permettent d'économiser souvent 20 ou 30%, parfois il y a des associations de défense de l'environnement qu'on peut comprendre. Quand il y avait une fuite, il y avait une zone humide. Si vous réhabilitez, il n'y a plus de fuite. Mais est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui nos manières de construire pour tenir compte de ce risque de l'eau et nos manières d'entretenir également les cours d'eau ? On est dans les contradictions aussi. J'étais hier avec la Fédération du bâtiment. Vous savez que c'est le prochain drame de notre pays, c'est le manque de logement. On est passé de 40 000 à 50 000 chaque année et ça diminue. Comment est-ce qu'on va loger les gens ? Mais comment en même temps on va réindustrialiser s'il n'y a personne pour loger ? Et comment, en même temps, on va pouvoir, parce que là, c'est des contradictions de fait, comment est-ce qu'on va pouvoir loger plus en protégeant mieux les territoires ? Donc, et c'est ça qui est très intéressant de voir à quelle échelle il faut décider. C'est pas Bercy qui doit décider seul, c'est région par région, en accord avec les agriculteurs. Parce qu'on dit zéro artificialisation des sols. Très bien, mais où ? Ça veut dire quoi, où ? Et on peut très bien, et en plus on peut très bien construire en respectant, on peut très bien avoir des parkings avec l'eau qui coule, etc. Donc le possible est là. Et on revient à la décentralisation. Et on revient à la décentralisation qui est choisir la bonne échelle spatiale. Quelle est la bonne échelle ? Vous voyez, par exemple, à l'échelle du bassin pour l'eau, mais c'est pareil aussi pour la construction. Et puis quelle est la bonne échelle de temps ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se donne un peu de temps ou pas ? Mais que ça soit clair, il y a eu un drame. On a supprimé l'aménagement du territoire. On a supprimé le commissariat à l'aménagement du territoire, qui, moi, me passionnait quand j'étais petit, quand j'étais à Sciences Po, gamin. On a abandonné ça. Et on a cru que les forces du marché allaient marcher. Le ruissellement, ça ne marche pas. Les plus riches sont encore plus riches que les autres. Tout ça, donc, c'est ça, cette affaire. La géographie est une volonté. Pour terminer, Éric Orsena, puisque vous nous avez beaucoup parlé de mots pendant cet entretien, on voudrait vous entendre sur la question de la langue française. Vous étiez à Villers-Cotterêts il y a quelques semaines quand Emmanuel Macron a inauguré cette cité internationale de la langue française. Le français, ciment qui bâtit l'unité de la nation, a dit le chef de l'État. C'est encore vrai aujourd'hui ? Mais évidemment, et que quand on n'a pas le sentiment de la langue commune, c'est la violence qui l'emporte. Donc le français évolue. Ça fait, le français est une langue vivante. J'ai fait un livre avec l'immense savant Bernard Cerchilini sur les mots immigrés. Et il faut savoir que dans notre origine, et ça fait pas de plaisir à certains, mais je m'en fous, il y a beaucoup plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine gauloise.
Donc il faut qu'ils sachent cela. Avant d'invectiver, il faut quand même savoir. Et donc ce genre de questions. Donc maintenant, la langue, comme ça, doit vivre avec des vraies questions, par exemple la féminisation, et pour moi des mauvaises réponses avec des points partout à la fin. Alors justement, parce qu'au moment où vous étiez à Villers-Cotterêts, le Sénat votait sur un texte pour interdire l'écriture inclusive. Pour vous, l'écriture inclusive, c'est une évolution de la langue ou c'est une dérive? Non, c'est, à mon sens, c'est une vraie question. Une vraie question, la féminisation, parce que qui a le pouvoir des mots a le vrai pouvoir. Et une inquiétude que j'ai très forte, le monde numérique, c'est un monde de mecs. Les femmes codent pas. C'est-à-dire que l'hyperlangage, le métalangage qui est en train d'être créé, ça sera un métalangage de mecs. Et donc cette question, elle est énorme. Donc si on revient à la langue française, je pense que, pour mon sentiment, ce n'est pas la peine d'interdire, ça va décliner tout seul. Ce qu'on voit, nous... L'écriture inclusive. Oui, l'écriture inclusive. Ce qu'on voit, nous, à l'Académie, c'est que l'important, c'est l'usage. Il y a des mots qui marchent très bien, comme ordinateur, et d'autres qui étaient pourtant magnifiques, comme baladeur, qui ne marchent pas. Donc on voit un peu ce que ça donne, et puis il faut surtout donner envie de cette belle langue française. Donc quand je vois la ministre de la Culture qui lance ce grand rendez-vous de la poésie, et pour les jeunes, il y a beaucoup de poésie, parce que c'est court, c'est bref, ça touche. Voyez, et donc cette langue, on l'aime tellement et on parle ensemble. C'est voilà, c'est si vous voulez, au fond, on me dirait, est-ce que tu es français ou francophone? Quelque chose me dit que je suis peut-être plus francophone encore que français, parce que la France, bon, mais en plus, comme disait très bien Maurice Druon, c'est une langue en partage. La France et bien moins l'Académie française, on n'est pas propriétaire du français. Et je vais faire mon marché linguistique en Belgique, en Suisse, en Afrique, au Québec. Quand vous avez vu Gabriel Attal qui a rendu public les évaluations des élèves de 4e notamment et que la moitié d'entre eux ne savent pas lire correctement, comment on en est arrivé là aujourd'hui? Écoutez, franchement, je ne sais pas, mais ça c'est un drame parce que c'est non seulement un drame pour la nation, mais un drame aussi pour l'inégalité. Parce que quand vous avez la chance d'avoir une famille qui pallie certaines insuffisances de l'éducation nationale, eh bien, il y en a qui auront la maîtrise et d'autres qui n'auront pas la maîtrise. Et quand vous n'avez pas la maîtrise de votre langue, vous n'avez pas la maîtrise du principal outil. Donc la question d'apprendre le français comme les mathématiques et tout ça est absolument centrale. Donc tout se joue au primaire. Tout se joue au primaire. Et la question de l'éducation nationale, c'est le chantier de notre pays. Cette école qui a construit l'unité de la République est en train de favoriser l'inégalité. Et ça, c'est absolument impossible. J'ai vu Gabriel Attal, et donc je suis absolument à la disposition. Moi, vous savez, sur ma tombe, il y aura prof. J'ai été prof, j'ai adoré apprendre, et j'essaye de transmettre. Prof. Donc prof, c'est la plus belle des missions avec les maires. Mais ce qui est un peu paradoxal, parce que toute la philosophie de l'éducation nationale depuis quelques années, c'est de faire justement de l'égalité, voire de l'égalitarisme. Est-ce que du coup, ça n'a pas produit l'effet inverse en favorisant les inégalités? Eh bien, on est d'accord là-dessus. Et regarde, et quand vous voyez qu'une part croissante des enfants de ceux qui ont les moyens vont dans le privé, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que c'est, comme on voit, l'abandon de la maîtrise de la dette, là c'est l'abandon aussi, c'est une autre dette, après la dette financière, la dette environnementale, c'est la dette inégalitaire. Mais cette philosophie, elle a conduit à un nivellement par le bas de l'éducation nationale? Ça dépend, il faut voir les endroits. Encore une fois, il y a des écoles publiques magnifiques et d'autres moins. Alors peut-être que, voilà, il faut bien voir que y en a qui sont meilleurs que d'autres, et puis il faut réveiller ceux qui sont moins bons. Gabriel Attal, il promet un choc des savoirs. Il va présenter un plan dans quelques jours. Quels conseils vous lui donnerez? D'abord, extraordinairement humble, mais déterminé comme toujours. Et avec la vraie question, est-ce que... Vous savez, j'ai participé ici même au Sénat, qui était organisé par le président Larcher. Et peut-on réformer l'éducation nationale? C'est son job. Bon courage.
En tout cas, le vieux petit prof que je suis sera à ses côtés avec tout l'amour que je peux avoir pour mon pays et pour ma langue. Voilà, il a peut-être entendu le message. Merci Éric Orsena, merci beaucoup pour cet entretien qui était passionnant. Merci d'avoir été notre invité. On rappelle le titre de votre livre, Il était une fois la Terre, et vous avez un livre en préparation avec Julien de Normandie. Et oui, parce que je suis passionné par l'agriculture. On m'a plusieurs fois proposé d'être ministre de la Culture, jamais de l'Agriculture. Alors je voulais lutter contre cette jalousie, et avec Julien, on essaye de voir nos contradictions. Par exemple, on adore importer ce qu'on s'interdit de produire. Et comme ça, la France, la merveilleuse France si diverse, si riche, si fertile, importe la moitié de ses fruits et légumes. On marche sur la tête, comme dirait notre cher président, le cul par-dessus tête. Vous viendrez nous en parler, c'est en février, c'est ça? Bien sûr, comme vous avez remarqué, je suis d'un bavardage intelligent. Mais c'est toujours un plaisir, on vous recevra à ce moment-là. Merci Éric Orsena.